Le canal d'acquisition le plus simple pour un freelance, ça restait Malte, du moins en France. Et j'avais du mal avec tous les freelances qui n'y pensaient pas. Alors j'en ai aidé 1, 2, 3 gratuitement, et là c'est parti, je me suis dit tiens, j'en ai plus. Aujourd'hui, Malte a une sorte de monopole, c'est-à-dire que La Poste veut bosser avec des freelances, ils doivent passer par Malte. Donc en fait, les grands comptes sont surtout sur Malte. C'est plus facile pour eux d'aller travailler avec un freelance sur Malte. Est-ce que Malte, c'est vraiment ce que je pense, donc à savoir cette boîte qui tire les prix vers le bas? Alors, j'ai une réponse en 2 temps. Premier temps. Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO, leadership, entrepreneuriat. Aujourd'hui, je pense que la personne que j'accueille aujourd'hui doit être le leader sur tout ce qui concerne le SEO sur Malte, ou bien sur les plateformes au global. Aujourd'hui, j'accueille le monsieur. En fait, avant même que je le connaisse sur LinkedIn, je l'ai connu sur Malte parce que je me suis dit, putain, mais l'enfoiré, comment il fait pour être au premier à chaque fois sur le consultant SEO? Voilà. Aujourd'hui, j'accueille monsieur Emmanuel Bismuth qui va nous donner tous les secrets qui, aujourd'hui, va vous permettre aussi d'être leader sur Malte ou bien sur les autres plateformes. Et pas que, parce qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui avec mon ami Emmanuel et vous allez voir un peu plus tard. Salut Emmanuel. Salut Mickaël, merci pour l'invite. Comment ça va? Déjà très content de faire ça avec toi. Moi, je suis content pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, je te suis sur LinkedIn, et en plus, c'est l'occasion de revenir dans le game du SEO. Parce que pendant 1 an et demi, j'ai écrit des contenus sur Malte. Ouais. Et en fait, je suis devenu l'influenceur Malte, ils m'ont dit. et en fait, bon, là, je crois que les gens, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit, mais alors, si j'ai bien compris, ton business, c'est aider les freelances sur Malte. Les gens, ils pensent que je bosse pour Malte, que je gagne d'argent avec Malte. En fait, en soi, franchement, honnêtement, vu comment tu performes sur Malte et vu aussi, comment tu te positionnes un peu sur LinkedIn, parce que voilà, ta BZN, c'est la Bible sur Malte et tout, on peut se dire, ce gars-là, c'est un gars pour Malte, tu vois. Ouais, en fait, c'est un hasard, hein, l'histoire de Malte, mais c'est vrai que, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, moi, je me considère comme un freelance, si tu veux, Ouais. et qui fait du SEO depuis maintenant près de 10-15 ans. Mm-hmm. J'ai démarré en 2010-2011, je pense comme ça à peu près. Et en fait, oui, moi, en gros, hein, pour faire simple, c'est que il y a 1 an et demi, 2 ans, je me suis dit, j'en ai marre que les gens racontent des conneries sur Malte. Ça me faisait chier. Tous les conseils. En fait, il y avait 2 trucs qui me faisaient vraiment chier. C'était les personnes qui crachaient sur les plateformes. Ok. Et tout, alors qu'en fait, il y en a plein qui se servaient à fond. Hein. Ça, je peux te dire des noms, tu vois, de gars qui vivent très bien sur les plateformes. Ça m'énervait. Ouais. C'était trop con de faire ça. Et le deuxième truc qui m'énervait aussi, mais bien, c'était un discours un peu anti-freelance. Mais qu'on a, en fait, pour faire simple, j'ai envie de te dire, tu sais, on a vécu un cycle de 10 ans. J'ai envie de te dire, à peu près, allez, 2012-2013 à 2023. En fait, c'est un peu le cycle, tu sais, The Family. Ouais. 10 ans, il y en avait que pour les startups. Ouais. Et les startups, machin, ou bien on te disait les agences, Eskimos, ils ont levé 20 millions, l'autre ils ont acheté une nouvelle agence. Donc en fait, soit tu étais dans le game des agences, t'achetais d'autres agences, et en fait, ça veut dire pour que tu sois une agence prise au sérieux, il fallait que tu achètes ton concurrent agence, ou bien que tu rentres, que tu sois, je sais pas, freelance SEO. Enfin, freelance SEO, c'était la pire position. Et moi, ce qui m'énervait, c'était ces 2 sujets. C'était qu'on mettait pas suffisamment en avant ce que ça voulait dire être freelance. Et puis en même temps, voilà, effectivement, que le canal d'acquisition le plus simple pour un freelance, ça restait Malte. Et en tout cas, du moins en France. Et les plateformes de mise en relation étaient trop importantes pour être mises de côté. Et j'avais du mal avec tous les freelances qui n'y pensaient pas. Alors j'en ai aidé 1, 2, 3 gratuitement. Et là, c'est parti. Je me suis dit, tiens, j'en ai plus. Ok, waouh. Et du coup, justement, comment ça s'est déjà, en fait, on va revenir un peu sur toi avant de revenir un peu sur comment tu aides les gens. Comment t'as fait pour, en tout cas sur Malte,
Tu vois, en parlant de Malte, parce que voilà, c'est à peu près freelance la leader du marché. Qu'est-ce que tu as fait, toi, concrètement, pour quand on tape consultant SEO freelance, on tombe typiquement sur toi? Et là, pour le coup, on veut pas de la théorie, on veut de la pratique. Voilà. À 5 minutes, on commence direct. Comment t'as fait? Alors, ce qu'on va faire. Non, alors, regarde. Je peux pas, alors, on va faire comme ça. Attends, mais tu sais ça pour toi. Comme on est dans un podcast ici, on peut parler de ça. Ah ouais? En fait, regarde, il y a 10 ans, Ouais. l'algo Malte, il était vraiment facile. Ça veut dire que t'es assez idiot comme algo. Tu l'optimisais comme une optimisation de fiche produit nickel, et tu prenais les premières positions. Et donc moi, en fait, naturellement, sans réflexion, j'ai pas hacké quoi que ce soit. J'ai raisonné très mots-clés. J'ai utilisé à fond ma fiche produit et j'étais premier. Donc, expert SEO, consultant SEO, voilà. Audit SEO, analyse sémantique SEO, SEO netlinking, SEO international. J'ai mis tous les mots-clés et tout. Okay. Et ça a marché. Et j'étais très vite premier. J'ai trusté toutes les positions. Ok. Et à un moment donné, les gars, ils ont vu au bout d'un an, 2 ans, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un gars qui chopait toutes les missions. Et ils ont commencé, ils m'ont averti plus ou moins, ils m'ont dit non, mais attends, à un moment donné, j'ai vu que ça marchait plus. Et ils m'ont dit ouais, on a mis dans l'algo, on a mis de la randomisation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça, c'est un point important parce que d'ailleurs, on l'a pas sur les sites Google. Et c'est un truc intéressant, c'est qu'en fait, quand tu es premier on va dire sur Google, en général, alors, tu peux avoir des évolutions, t'es pas tous les jours premier, mais globalement, tu as une position moyenne. T'es pas un jour premier, le lendemain 15e, le lendemain, je sais pas. Globalement, quand tu es dans le top 3, pendant longtemps, en tout cas, t'en profites bien. Là, sur Malte, ça marche plus comme ça, en fait. C'est que il y a une sorte de jeu de chaise musicale. C'est-à-dire, t'as un projet qui t'a été donné, t'as pris une mission, ben tu perds en visibilité pendant un temps pour donner à manger aux autres. Et en fait, donc ils ont fait un truc comme ça qui donne à manger à plein de monde. Et tu peux pas être le premier en SEO sur Malte. Tu peux pas optimiser ta fiche pour être le premier. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette logique-là de winner takes all. Alors là-dessus, pour te dire de toi à moi quand j'ai vu ça, bon, ça m'a un peu emmerdé. Hein, et c'est là où je me suis dit tiens, faut que je crée une agence. Parce que je me suis dit, à ce rythme-là, les gars, ils vont de plus en plus me mettre de côté. Moi, pendant 2-3 ans, ça m'a fait passer de une mission à 150 missions. Genre, ouais, parce qu'en fait, si tu veux, quand je me suis vraiment mis sur Malte, en 2014-2015, j'ai chopé pendant, je faisais, je sais pas, 5-6 missions par mois, tu vois. Et en fait, en un an, t'en fais 60. En 2 ans, j'en ai fait 120. En 2-3 ans, j'en ai fait 150. Donc, j'ai fait énormément de boîtes. Alors, je les gagnais pas tous non plus, hein, mais ça veut dire, j'étais toujours très bien. Et quand en 2017-2018, j'ai senti le vent tourner, j'ai dit attends, ils ont mis de la randomisation. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a eu un critère aussi, c'est si t'es nouveau freelance, t'es boosté pendant 3 mois. C'est comme si tu as l'inverse d'ailleurs de Google. Ça, imagine toi, t'as un nouveau site, t'arrives, tu vends, j'en sais rien, je sais pas, t'as une épicerie anglaise, tu lances cette épicerie-là. Et là, on te dit, t'es premier pendant 3 mois, tu vois. Ah bah, en fait, ça va à l'inverse des Google Leaks, tu vois. Google Leaks, tu vois, bah, justement, ils disent, voilà, quand tu sors un site, t'as un petit temps où on ne te calcule pas. Mais là, c'est le contraire. Là, t'es nouveau. Allez, vas-y, viens, tiens. Oui, parce que d'ailleurs, en fait, c'est que le business model en fait, c'est toujours lié un peu au business model. Là, c'est un truc, on va parler SEO. Mais si tu veux, en SEO, il y a un truc qui est compliqué. C'est qu'il y a beaucoup de référenceurs qui ne comprennent pas le business model de Google d'abord. Tu veux. Et après, ils ne comprennent pas non plus le business model de leurs clients. Alors, on va commencer par 2 choses. Le business model de Google, il faut se rappeler, c'est Google Ads. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si tu es premier en SEO, tu captes pas l'essentiel du trafic. Donc, bon, déjà, c'est important de se rappeler comment Google gagne son clic. Premier point. Le deuxième point qui est important aussi, c'est que le business model de ton client est super important. Donc là, on va parler d'intention de recherche, et pas tous les mots-clés ont le même degré d'importance. Et sur Malte, c'est important de comprendre le business model de Malte, tu vois, parce que Malte, son business model, c'est si tu fais du chiffre. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je suis un mauvais commercial, je suis premier tout le temps, mais je génère 0 fric pour Malte, les gars, ils vont me dégager. Parce qu'ils vont dire, celui-là, il est premier. Et du coup, en fait, si tu veux, le petit hack, pour commencer avec un petit hack de base. Petit hack. Voilà. En fait, tu vois, c'est pour réveiller tout le monde, mais bon, voilà, c'est bon, maintenant il se réveille. Premier petit hack sur Malte, vas-y, Emmanuel. Alors, le premier, c'est Bill Gates, demain tu veux aller sur Malte, et tu te dis, mais comment je vais faire avec Emmanuel? Emmanuel, il a 400 missions en SEO, comment je le dégage? Et ben, en fait, tu peux me dégager. C'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que
tu viens, tu prends un premier client, tu fais une mission Malte Open, et tu rentres, tu crées ton profil, tu auras un boom, une sorte de boost parce que tu es nouveau entrant. Tu auras la première étoile pour peu que tu importes un client sur Malte, et tu auras un boost. Et les clients, tu sais, ils se rendent pas compte. Le mec, il a fait 300 missions, ou le gars, il a fait 2 missions, ils s'en foutent. Ils voient l'étoile, ils sont contents, ils disent, le gars, il a été noté. Ils pensent que t'es premier, ils imaginent que t'es bon. Mais ils sont t'es premier pendant 1 mois, 2 mois, tu vois, c'est pas où. Donc, les gens qui viennent et qui disent, oui, je suis premier sur une requête, ça veut plus dire grand chose. Aujourd'hui, les nouveaux entrants ont énormément de potentiel sur Malte. La vraie différence à terme se fait sur la question de ta popularité. Et en fait, moi, je dis souvent que l'algo, on va dire l'algo Google, on va dire ça marche de deux façons. C'est-à-dire déjà, est-ce que tu es pertinent? Ça veut dire si ton contenu est de qualité, etc. Est-ce que techniquement, on t'indexe correctement? Mais après, il y a toute cette question de popularité. Ça veut dire, on va dire de backlink, de réputation. Tu vois, moi, je le vois même, petite parenthèse, mais je le vois avec mes clients dans l'e-commerce. Tu sais, les clients dans l'e-commerce, quand je commence à regarder leur Search Console, et ouais, qu'il y a plein de requêtes, avis, machin. Je leur dis, maintenant, tu fais quoi, mon collègue d'avis? T'as plein de gars qui sont à 2 doigts d'acheter et avis ta marque, t'es nul, t'as même pas de contact. Ou bien, je vais dans Search Console, je dis, attends, regarde, t'as vu ce que t'as plein de gars qui cherchent des codes promo, des coupons. Tu veux pas en créer une page code promo coupon, et en fait, quand tu fais ce genre de petites choses, tout de suite, tu gagnes des positions. Et, en fait, t'arrives à transformer mieux. Et donc, du coup, sur Malte, le principe, c'est un peu pareil. Ça veut dire, d'abord, première étape, c'est que t'as un profil super optimisé. Et deuxième étape, on va dire, c'est quoi les backlinks, ou on va dire la popularité, c'est combien tu as eu de missions, ta récurrence, est-ce que tu mets à jour ton profil régulièrement, est-ce que tu le partages, est-ce que tu as des recommandations externes. Ils ont joué, en fait, le gars qui a créé l'algo là-dessus, il a travaillé comme les algos, comme une logique d'algo Google, en disant la pertinence, elle vient de 2 façons. D'une part, parce que ce qui est écrit, c'est clair, c'est orienté client, et d'autre part, il a été validé par des tiers. Et la validation par des tiers, c'est fondamental. Et donc, il y a des moyens. De la même façon que tu peux acheter des backlinks, tu peux acheter des avis clients, tu peux acheter des recommandations externes, tu peux acheter même une mission, tu vois, des gens qui t'achètent. Enfin, tu dis à un gars, écoute, j'ai un client hors Malte, viens sur Malte parce que j'en ai besoin. Moi, les gars que j'ai vus là, les jeunes, j'ai vu des jeunes qui ont tout pété sur Malte. Ça veut dire des gars qui sont partis avec pas grand-chose. Ils les mettaient à fond sur Malte. Et en fait, ils sont arrivés à un niveau où, au bout d'1 an, ils ont, je sais pas, 150 missions, ou je sais pas, et ils arrivent à des chiffres énormes. Avec et en fait ils ont une réputation de fou furieux. Moi en plus avec ça, je me suis rendu compte que la grande force de Malte, c'est qu'il y a des gens qui tapent mon nom, ils voient le nombre de missions, ou même ils me cherchent sur Google, ou ils m'ont vu directement sur Malte, ils me contactent après sur LinkedIn en disant on veut travailler avec toi parce qu'on a vu tes avis, etc. Et en fait d'ailleurs, et je pense que ça c'est important de se le rappeler en SEO. En fait en SEO ça devient un peu pareil. C'est-à-dire les gars ils font pas un achat par exemple dans le e-commerce sans regarder un peu les avis, qu'est-ce qu'on raconte sur toi. Et donc du coup, Malte fonctionne un peu comme ça. Et t'as pas mal de chances et de possibilités en fait, même pour un nouvel entrant. Donc du coup, voilà, moi il y a 1 an et demi, je commençais à dire, tiens, il faut que j'aide ces gars-là, parce que je commençais à avoir des choses qui étaient trop ridicules, quoi. Entre autres, voilà, les salaires parfois de consultants SEO, je comprenais pas. Les mecs étaient pas en freelance, quoi. Non, mais en fait, déjà, avant que tu continues, c'est hyper important. C'est pas intéressant ce que tu dis. Dans la première pépite, en fait, que tu me donnes, c'est que, en gros, si je veux choper l'émission sur Malte, d'ailleurs, je te donnerai mon avis sur Malte après, qui n'est pas très fameux, mais l'idée, c'est d'échanger, tu vois. En gros, optimiser son profil, l'optimiser bien, donc remplir les cases qu'on demande de remplir. Donc, j'imagine que là-dessus, il n'y a pas de tips ou quoi. Remplir juste les cases et importer l'émission. Ouais, attends, juste sur remplir les cases, il faut quand même comprendre un truc. C'est que toi, alors, je veux dire un truc, pour toi, ce sera pas étonnant. Mais en vérité, tu vois, j'ai coaché une fille ce matin. Comme elle vient pas du tout du monde du SEO, d'accord. Elle comprend pas ce que ça veut dire optimiser une fiche. Pour toi, c'est optimiser une fiche produit, tu comprends. Tu comprends ce que c'est une balise H1, une balise H2. On va rentrer, je te montrerai après ce que j'entends par là. Mais tiens, je vais te partager mon écran, je vais te montrer un petit truc, juste un deuxième hack. Et ben justement. C'est important de comprendre. Attends. Deuxième hack à venir. Vas-y. Regarde, tout à l'heure, je rencontre, je coach une fille. Tiens, on va regarder ce que elle nous en voudra pas. Alors attention, pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes Spotify, Apple, Deezer, etc., passez sur YouTube, parce que en fait là, Emmanuel nous partage son écran et nous dit exactement ce qu'on doit faire sur Malte. Donc rendez-vous sur YouTube, les amis. Alors regarde, je te montre juste. Bon, et cette fille, j'ai commencé à travailler son profil tout à l'heure. Hélène, on te salue. Merci d'être le cas de ce podcast. Voilà. Alors Hélène Valencourt, tu vois, en fait, si tu veux son titre,
Je l'ai optimisé tout à l'heure parce que c'est l'équivalent d'une balise H1. Elle avait Ok. voilà. Et en vrai, quand tu fais une balise H1, il y a encore d'ailleurs dans l'index de Google, tu vas voir, c'était Mhm. de la, ce qu'elle avait mis, c'était de la merde. Parce que regarde ce qu'elle avait écrit. Hélène Valencourt, elle avait écrit, je sais pas si tu le vois ici, Ouais, euh, rédactrice web elle écrit SEO. jardin méditerranéen. Elle s'est mise à droite, tu vois. Mais ça, Ouais. non, c'est du H, c'est un H1, c'est très important. Et donc, du coup, Mhm. c'était des mots-clés qui servaient à rien. Quand j'ai regardé un peu son Search Console, en fait, c'est ses statistiques, Mhm. j'ai su quelles sont les requêtes que les gens tapent sur son profil, et quand j'ai pu échanger avec elle pour savoir sur quel mot-clé elle voulait être, j'ai compris qu'en fait, ce qu'elle voulait, c'est une très bonne plume, elle veut remonter sur article de blog. Et tu vois, Mhm. c'est même mieux. Bon, par exemple, article de blog. Deuxième point important, c'est que elle, tout à l'heure, en fait, dans les mots-clés qu'elle avait indiqués dans les ensembles de compétences, Mhm. elle a rédigé son profil comme si c'était un CV. Et en fait, on lui a dit, Mhm. tiens, remplis tes compétences, alors qu'en fait, moi, j'avais compris que c'était un algo qui allait lire son profil. Et en fait, elle mettait du genre des trucs genre Microsoft Office, je parle anglais, je sais faire des jeux. Mhm. Et en fait, là, tu mets que des mots-clés. On s'en fout, en fait, de ce que t'as, de tes compétences, que t'es curieuse, que t'es sympa, que t'es créative. C'est pas ça. Là, l'idée, c'est de dire quels sont les mots-clés sur lesquels t'aimerais remonter. Et en Ok. fait, il y a plein de choses qui sont, comme dans cette logique-là, qui n'ont pas été travaillées. Entre autres, ça veut dire de bien comprendre qu'un titre, c'est un titre H1, et tu sais, en SEO, ben, un titre H1, on ne touche pas tous les jours. Fais gaffe, Mhm. c'est fragile. Mhm. Les mots-clés, alors parfois, tu as dans l'appellation de dire compétences clés, eux, ils imaginent c'est un CV, alors que c'est pas du tout un CV, personne ne lit. La fiche produit, elle est d'abord visualisée par un algorithme. Et donc, Mhm. du coup, tu écris d'abord pour l'algo, et après, tu essaies de le rendre attractif, mais d'abord l'algo. Donc, c'est important de garder en tête que souvent, certains champs sont en fait des balises à remplir. Non, mais Ou c'est des... marrant ce que tu dis là parce que c'est. En fait, pour reprendre les logiques que tu as jusqu'à présent, en fait, il faudrait voir une fiche Malte comme une page SEO optimisée, C'est ça. title, H1, H2, Oui. texte, mots-clés, etc. Et en fait, là, ce qui était aussi hyper intéressant que tu as dit, et je pense que ça, pour le coup, c'est l'une des grosses pépites que tu nous as dit jusqu'à présent, en attendant les projets qui arrivent, c'est que faut penser ta fiche pour les robots. Donc du coup, y aller à fond sur les mots-clés, Voilà. etc. En fait, clairement, hein, c'est un peu comprendre que sur une marketplace, le produit, c'est le freelance. Euh, Mhm. Comme aujourd'hui, tu as des gars qui font de l'optimisation SEO sur Amazon. Tu vois, moi, j'en ai pas fait beaucoup. Mais si ça se trouve, tu vois, ce serait intéressant, Bicap, tu invites Billy Orsini. Billy Orsini, il a une agence Amazon. Tu Alors, vois, pour ceux qui connaissent Billy Orsini, n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que je dois l'inviter ou pas. Voilà. moi, je pense que c'est Mais. intéressant parce que si tu veux, moi, ça m'intéresserait, tu vois, par exemple, d'en savoir un peu plus sur l'eau. Moi, j'en fais pas trop, mais mon frère, lui, il Mhm. en fait. Lui, il a cartonné sur Amazon, mais sur de l'optimisation SEO, du SIA sur Amazon, c'est un univers très spécifique. Mhm. Et en fait, il y a des logiques très très proches, tu vois. En vrai, d'ailleurs, on oublie souvent. Mais quand tu as bien compris les logiques d'algorithme en SEO pour Google, ça Mhm. s'applique à d'autres univers. Hein. Demain, tu peux faire de l'Amazon. Si demain, bon, j'en fais pas. Mais si demain, je voulais me mettre à fond sur Amazon, je pense que je pourrais faire et on va trouver énormément de points communs. Ça veut dire les gars qui ont réfléchi à des logiques enfin, qu'on appelle, tu vois, comment on va mettre de la pertinence, faire du tri, comment, alors ils appellent ça, je sais pas, je connais pas le terme exact, mais je crois que c'est de la taxonomie. Mhm. Comment, en gros, on va réfléchir à organiser un peu l'information. Bah, on est obligé de reprendre des éléments assez semblables, tu vois. Personne ne pense que l'algo de Bing n'a rien à voir avec Google. Évidemment qu'il y a Non. des éléments comparables. Non, c'est bullshit ça. Mais du Voilà. coup, en fait, là, ce que tu viens de nous dire, parce qu'en fait, là, on a pas mal parlé de Malte, mais il y a aussi d'autres plateformes, tu vois. Il y a Ah oui, oui, Codeur.com, oui, bien il y a sûr. Freelance Ouais. Info. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même logique qui s'applique partout? Non, 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 clairement pas. Ah, ok, Euh, d'accord. ouais, clairement pas. Ça veut dire, en fait, Malte est devenu, en gros, hein, moi, bon, j'ai rien avec Malte. Moi, pour te raconter rapidement, c'est que je me suis mis sur Malte parce que j'avais foiré ma startup. Donc c'est quand même. Je me suis dit bon, allez, le temps que je fasse un vrai métier. Parce que pour Ouais. moi, finance, ça voulait dire un métier de merde. Hein. Mhm. C'était une petite main. Pour moi, c'était voilà. À la limite, tu fais ça le temps d'eux. Mais quand Mhm. t'es sérieux, t'avais deux options, tu vois. C'était soit tu ouvres ton agence et tu recrutes et t'as une boîte, comme on dit, soit tu crées une startup. Pour moi, les deux options sérieuses de carrière, c'était soit créer une entreprise comme une agence, soit vraiment développer une startup. Comme j'ai foiré ma startup, je me suis dit allez tiens, je vais faire de l'argent, je vais être freelance, le temps de trouver un bon associé, une bonne idée. La, Mhm. la première découverte que j'ai eue, c'est que je faisais beaucoup plus d'argent en freelance qu'en patron d'agence et patron de startup. Donc ça, je comprenais pas. Mais
Au bout d'1 an, 2 ans, je me dis bon, ça va pas durer. Mais j'étais encore vraiment dans le truc. Pendant 2 ans quand même, c'est pas mal, hein. Bah, en fait, si tu veux, il y a eu un autre truc qui s'est passé, c'est une fois que j'ai fait mes 150-200 missions, que j'ai travaillé, je sais pas, avec 30-40 startups, quand j'ai vu que, en fait, j'ai vécu dans ma chair, en fait, si tu veux, que 90% des startups ne s'en sortaient pas, fermaient la porte, c'était extrêmement éphémère, etc. Je me suis dit, mais en fait, freelance, c'est sérieux, hein. Peut-être c'est plus sérieux. Ça, c'est marrant parce qu'en fait, tu as eu un changement de paradigme, un changement de croyance quand tu as commencé Malte. En fait, tu as commencé en mode, bon, bah, du coup, mon truc n'a pas marché. En attendant que je redémarre, je gagne de l'argent. En tout cas, c'est-à-dire, en attendant que je redémarre, je vais manger un peu. Pourquoi tu t'es rendu compte, en fait, que la tendance était inverse? Tu vois? Oui, mais je comprenais pas, tu vois, j'en ai même parlé à Oussama Hamar. Ça veut dire, pour te dire, pour moi, ça me troublait énormément. Parce que je bossais avec pas mal de startups qui étaient d'ailleurs chez The Family à l'époque. Et on parlait que des startups et tout. C'était juste avant qu'ils lancent Coup d'État. Et j'avais été à un des événements et tout. Et je sais que moi, pour moi, voilà, il fallait faire une startup, tu vois. Je voyais que ça marchait pas. Je me suis un peu plaint en me disant, tiens, mais de toute façon, regarde, je me rappelle, j'avais dit à Oussama, ouais, comment tu peux parler aussi bien des startups, la plupart elles s'effondrent, quoi. Et bon, alors j'étais une des énièmes personnes qui lui ont dit ça. Et d'ailleurs, pas longtemps après, il a sorti Coup d'État, tu vois. Il y avait plein de gars qui ont plein de de TPE, PME qui sont inspirés un peu des modèles de scale et tout, des startups. Moi, je m'en suis inspiré aussi. Je me suis dit, bon, allez, le freelancing, c'est bien. Mais j'ai commencé à atteindre ce plafond de verre voilà, qu'on connaît. C'est qu'en fait, un freelance, bon, ça je le savais, ça m'énervait. C'est quand t'es freelance, alors je vais peut-être dire des gros chiffres, ça peut choquer certains, mais un freelance qui fonctionne bien, c'est en gros, allez, après 2-3 ans d'activité, quand ton téléphone sonne et t'as du repeat client, moi, dans mon cas, les 3 premières années, c'était dur. Ça, j'ai travaillé comme dingue. J'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de missions sur Malte, mais c'était quand même très dur. Après 3 ans, j'ai eu du repeat client, du bouche à oreille, c'était autre chose. Donc en fait, tu as construit ta base de clientèle sur Malte, et puis après, ces mêmes clients, soit t'ont recommandé en bouche à oreille, ou bien soit revenaient bosser avec toi, et c'est là où tu as fait ton récurrent. Voilà. Mais là, tu vois, j'étais assez insatisfait. Et je me suis dit, je vais scaler en agence. Je vais commencer à créer une agence, je vais recruter autour de moi. Mais du coup, attends, juste avant que tu ailles plus loin, là, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, tu vas voir, tu as un sujet qu'on avait abordé en off, c'est que tu pensais que la suite de devenir freelance, c'est passer en agence. Que le scale, tu vois, que l'évolution normale, c'est de passer freelance, donc c'est de passer, donc je m'occupe de tout solo, à je crée une équipe autour de laquelle je fédère, etc. Mais c'est ce que font tout le monde. D'ailleurs, il y en a un qui a beaucoup storytellé là-dessus et il a eu raison et ça a poussé, c'est Andrea Ben Saïd. Ouais, effectivement. Voilà. Lui, il te dit toujours qu'il était freelance. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je le respecte beaucoup, parce que ce que j'aime chez André, après, tu peux toujours dire, j'en sais rien, est-ce que Eskimos, tout est bien et tout, c'est pas mon sujet. Non, mais ça, c'est notre sujet, ouais. Ça, c'est notre sujet. Mais businessment parlant, c'est vrai qu'il est très fort. Ouais, il est fort. Moi, ce que j'aimais, j'aime toujours chez lui, si tu veux, c'est quelqu'un qui, si tu veux, il faut bien comprendre aussi, il faut se remettre dans le contexte. Ça veut dire, il y a 5-10 ans, quand Andrea arrive et il crée une agence comme Eskimos, je sais pas, il y a 10 ans maintenant, le gars, c'était un directeur d'agence qui savait de quoi il parlait. Et ce n'est pas le cas de la plupart des directeurs d'agence qui vendaient du SEO avant lui. Il faut juste quand même. Il y avait beaucoup de directeurs d'agence qui n'avaient pas de légitimité. Ça veut dire, et lui, donc moi j'appréciais ça, je me suis dit, ok, la next step, c'est un peu Andrea, tu vois, des gens comme lui, qui étaient légitimes sur le marché du SEO et qui ont créé des agences. Et du coup, juste avant que tu passes à la suite du storytelling, quel a été comment dire, le point d'achoppement où tu t'es dit, ok, là, faut que j'y aille. Alors, quand je dis point d'achoppement, c'est genre, en gros, ça représente quoi comme chiffre d'affaires et combien de temps tu bossais par semaine pour te dire, ok, en fait, bah là, c'est bon, j'atteins mon plafond de verre. Là, faut que j'aille créer une agence. Bon, on va dire comme ça. Il y a un gars qui m'a dit, un freelance, bon, ça, c'était il y a 10 ans, je me rappelle bien. J'ai rencontré un consultant qui était pas loin de la retraite. Et le gars, il m'a dit, écoute, il était très fier de lui. Il me dit, moi, je fais 200K ou 250K par an et je cartonne. Donc, j'ai dit, ok. Et moi, ça m'impressionnait pas parce que je me suis dit, il y a des mecs qui font des millions, quoi. Parce que je m'en fous de tes 200K ou 250. Mais il m'avait démontré, il m'avait fait un calcul. Il m'a dit, écoute, si t'enlèves les journées faites le temps passé en prospection, le temps passé en compta, le temps passé, bref, aux événements, etc., les congés, samedi, dimanche et tout. Il reste, 250 jours, 200 jours ouvrables. Si t'es même un TGM de 1000 euros,
allez, ce qui est déjà pas mal, va trouver ces entreprises-là. Ben, en fait, faire 200, 250K, c'est un peu la limite. Je l'ai vécu. Ça veut dire, je sais que c'est vrai. Genre, allez, si on prend plus large, on peut dire entre 150 et 250K. C'est très difficile. Alors, il y a des petits moyens possibles. C'est par exemple de dire, ok, je prends une assistante, je vais avoir une petite main, etc., qui va m'aider un peu. Je vais prendre un alternant que je vais avoir avec moi. Souvent, c'est ce que font les freelances qui arrivent à ce niveau-là. Ils prennent un alternant, une alternante et tout. Ça, c'est un bon moyen. Maintenant, parce que ça te permet d'avoir une marge importante et de la conserver, de pas payer trop cher, et en même temps de continuer gentiment ton activité. Mais la réalité, c'est que tu as un plafond. Et le plus dur, c'est pas tellement le plafond, parce qu'à la limite, tu vas dire, ouais, c'est pas mal d'argent. Mais le plus dur, c'est de dire non à des projets. Imagine, je te donne un cas de figure très concret. Et c'est celui qui fait, à mon sens, peut-être le plus mal. Imagine, tu es pris sur une mission avec un client qui te fait un peu chier et tu sais que la boîte va mal. Mais t'es pris là, actuellement. Et il y en a un autre qui arrive, une très belle mission. Les gars, ils ont plus d'argent, ils vont mieux te payer et ça a l'air beaucoup plus... Vas-y, tu dis que t'es pris, t'es indisponible et tu fais ça quand t'es vraiment bloqué, c'est dur, quoi. Alors souvent, les freelances qui démarrent, ils disent oui, je choisis mes clients et tout. C'est pas tellement vrai. En vérité, beaucoup, tu choisis pas trop, tu vois. Tu prends un peu, et souvent, par exemple, t'es déjà maqué quand arrive une super opportunité. Et t'as un peu mal, tu vois. Alors qu'en fait, tu dis, mais c'est très con. J'aurais mis un salarié sur ce projet qui est un peu naze. Parce que moi, j'aurais pris ce projet à plus grande ampleur, plus grande ambition. Donc, c'est à un moment donné, tu dis, tu regrettes un peu. Tu dis, mais pourquoi je fais ça? Alors, il y a 3 mois, j'en avais besoin. Parce que, voilà, mais aujourd'hui, non. Je préférais. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire bye au gars, au milieu. C'est un peu compliqué. Et donc, du coup, c'est vrai que tu as cette tentation, à moins que tu vis facilement le côté de dire non. Moi, j'ai jamais vécu ça facilement. Ça veut dire, moi, je suis plutôt un yes man. Je dis oui à tout. Pour ceux qui ont la référence, avec Jim Carrey, voilà. Voilà. Non, mais c'est normal. En fait, les gars, ils disent, t'as fait 400 missions. Ouais, parce que j'ai dit oui à tous les fous aussi. C'est-à-dire, j'ai dit oui à tous les red flags possibles. C'est des gars, il faut jamais faire ce que j'ai fait. Ça veut dire... Mais déjà, tu vois, enfin, juste avant que tu continues, 250K, 150, 250K, c'est la limite qu'on peut faire en tant que, au niveau de notre temps, en tant que freelance. Toi, tu vois que les demandes arrivaient. Donc, en fait, ça veut dire que, bon, pour faire ces 250, tu as été sur Malte, tu as fait toutes les optimisations à faire là dont tu me parlais. Tu as eu les clients, tu as fait ton recurring, tu t'es commencé à te construire une réputation, tu te faisais recommander. Là, plafond de verre, et là, tu es confronté à 2 choix. Soit je dis non et je continue avec missions, soit j'accepte. Dans ce cas-là, il faudrait que je fasse autrement pour choper ces missions, mais pas que je passe du temps dessus. Et c'est là où, petit à petit, tu as peut-être bifurqué vers l'agence, non? Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse l'agence, quoi. Et là, en fait, je suis parti sur un long cycle de 5 ans, parce qu'en gros, c'est en 2018, où je crée une autre structure. Et je bascule en agence. Et là, en fait, c'est que récemment que j'ai décidé de stopper tout ça, mais je vais te raconter grosso modo le cycle. Bon, il y a eu plein de choses, mais j'ai commencé Attends, juste avant que tu continues. 2014, tu te lances en freelance, SEO, c'est ça? Ouais, pour te dire grosso modo, je me suis lancé en indépendant en 2010-2011, mais auto-entrepreneur. 2011, 2012, 2013, je vois que ça marche bien, tranquillement, mais je suis pas grand chose. Mais en tout cas, je commence à en vivre. J'ai une idée de start-up. Je me suis dit, dedans. Et pendant de 2013 à 2015, je fais focus ma startup, je fais que ça. Je fais plein de choses. Et ensuite, ça marche pas. Je m'arrête en 2015, exactement. 2015, je m'inscris sur Malte. Et là, je vais choper des missions, beaucoup de missions. Je pense que en 2013, Malte s'est lancé. Moi, j'étais pas le premier à m'inscrire sur Malte, mais j'ai commencé vraiment à être actif dessus en 2015, donc 2 ans après, ou 1 an et demi, 2 ans. Voilà. J'avais vu un peu, parce que en tant que patron de start-up, si tu veux, j'avais commencé à acheter des missions de freelance. Je voyais pas les moyens de recruter, donc je commençais aussi à comprendre un peu pourquoi on se tournait vers des freelances. T'as moins d'engagement sur la durée, c'est pas un recrutement, c'est plus simple. Et donc du coup, je me suis dit, je vais me mettre dessus. Et c'est vrai que ça a bien marché pour moi jusqu'en 2018. 2015, 2018 à peu près, c'est les 3 ans où c'était les montagnes russes, les hauts et les bas, et après en 2018, tu as atteint ce fameux plafond de verre dont tu parlais tout à l'heure. Là, je commence à stagner. Et j'en ai un peu pour ma part. Je me dis, attends, c'est quoi, je suis condamné à faire toujours la même chose, c'est répétitif. Bon, c'est bien, mais bon, c'est quoi là? Je voulais un peu plus, quoi.
Et en fait, je me suis dit que je me suis un peu, j'avais pas d'idée de start-up suffisamment enthousiasmante. Je me suis dit, allez, vas-y, je lance je lance une agence. J'ai commencé à le faire. C'est-à-dire, j'ai commencé à recruter une première personne, une deuxième personne. Recruter en CDI? Ouais. C'est-à-dire, j'ai pris des personnes en CDI j'ai pris des bureaux. Et j'ai commencé aussi à recruter. Alors j'ai fait ce qu'on appelle à prendre des contracteurs, à contractualiser des freelances. Ça veut dire, écoutez, voilà, j'ai un contracteur pendant un an, tu vas être. Mais c'est des personnes parce que je voyais bien qu'il y avait aussi beaucoup de talents qui étaient free. Et c'était un peu dommage de se passer d'eux et des gens qui étaient ok de travailler à mi-temps. Et donc je commençais à avoir un truc un peu hybride, une agence un peu hybride entre d'une part des salariés et des freelances qui étaient part-time pour la plupart. Ok. Et là il y a eu deux trucs que j'avais pas vus. Donc c'est vrai que là très vite tu montes parce que tu passes de 200K à 300K, 500K, 800K, 1 million. Donc ça, chaque année tu montes en fait. Tu fais 30% de croissance par an. Du coup t'as fait millions. Ouais, en fait, on a même dépassé le million. En fait, si tu veux, pour faire précis, ça veut dire, j'ai créé, bref, en fait, sur l'agence exactement, alors, c'est un peu compliqué l'agence, parce que quand tu as une agence, tu commences à facturer plein de trucs différents. T'as des clients qui viennent, qui te disent, ça devient un peu compliqué, parce que parfois tu fais plus que le million même, mais en vrai, à l'intérieur, t'as des budgets médias. Bien sûr, ouais. Donc, du coup, ça devient thinking. Ouais, t'es budget thinking. Donc, en vrai, faire le million en agence, c'est pas très difficile, tu vois. Ça veut dire, mais tu marches pas tellement là-dessus, ou tu marches pas du tout. Donc, c'est pas, donc, en vrai, c'est pas si difficile en quelques années d'y arriver. Le souci, les soucis n'ont pas été là. Bon, les soucis ils ont été sur deux sujets, entre autres. On va dire, il y a eu plein de soucis, mais un des soucis, ça a été d'abord le Covid. Là, ça a été un arrêt, donc ça m'a tout cassé. Arrêt net, ouais. Voilà. Le deuxième souci, ça a été aussi la découverte qu'en fait du remote. C'est-à-dire qu'en vrai, je payais des bureaux chers pour rien. Faire revenir des personnes, ça n'avait pas de sens au bureau. Moi-même, je travaillais de plus en plus en remote et tout. Tout ça, c'était compliqué. Il y a eu un troisième sujet qui était de plus en plus évident, c'était que les talents étaient de plus en plus freelance. Et donc ça devenait un peu ridicule. Et je vais te dire aussi un truc qui est peut-être le point le plus terrible, c'est qu'en agence, tu payes des personnes, on va dire, à 30 jours. Hein, tu es censé payer tes collaborateurs dans les 30 jours. Et toi, tu es payé dans les 60 jours. Tu vois, au mieux, il faut savoir que les délais de paiement moyens en France, l'année dernière, j'ai vu une étude, c'était 67 jours, tu vois. Ouais, j'ai vu ça. Non mais ouais, bah moi, c'est ce que je vis, hein. Moi, c'est ce que je vis. Enfin, j'ai mis en place pas mal de choses, tu vois, pas mal de garde-fous pour avancer, comme le paiement d'acompte en émission. Mais c'est clair que c'est. En fait, quand tu contrôles pas ou bien quand tu n'imposes pas tes conditions clients, c'est la folie, ouais. Voilà. Et du coup, quand toi ton agence est grossie et en fait t'as des gros problèmes de BFR. En fait, pour moi, le BFR, si tu veux, ça n'existait pas tant que t'es freelance. Alors juste BFR, ça veut dire besoin de fonds de roulement pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, comment dire, quand t'es freelance, normalement, t'as pas tellement de problématiques. Non. Voilà, ça veut dire ça, tu te développes. De temps en temps, t'as un impayé. Voilà, dans mon cas, j'ai fait un calcul, c'est à peu près 3-5% des fois. C'est pas grand chose. Ça fait mal quand ça tombe, mais ça reste assez rare. T'as quelques retards de paiement et tout, mais c'est pas trop violent. Mais quand t'as une agence, je vais te dire un truc très simple. Vicaire, par exemple. Une agence, pour te dire un truc qui s'est passé l'année dernière. Il suffit que tu fasses 3 micro-erreurs, que tu te prennes 60 000 euros de dette. Je te la c'est très simple. J'ai fait un investissement à la con sur un outil. On a développé en interne un outil qu'on voulait de gestion de nos clients SEO. Et 20 000 balles, on l'a jamais utilisé. Il marchait pas, ça fonctionnait pas, on n'a pas réussi à le faire avancer. Ensuite, j'ai eu 2 clients qui m'ont laissé une ardoise de plus de 20 000 balles. Et moi, j'ai dû payer mes collaborateurs. Bah d'accord. Oui. Voilà. Et donc là, du coup, c'est pas juste un manque à gagner, t'as pas eu 20 000 euros. Non. T'as moins 40 sur le compte. et donc là, ça arrive. Et tu comprends pas en fait ce qui t'arrive. Parce que, et en fait, très très vite, t'arrives à moins 60, moins 70K. Alors qu'en fait, t'as pas de moyen de les couvrir. Ça veut dire, c'est là où tu comprends qu'en fait, si tu veux, dans le développement d'une agence, c'est là où j'ai compris que le nerf de la guerre, il était absolument pas dans la qualité des agences ou pas. En fait, les agences, c'est un modèle qui est compliqué, mais en vrai, ils sont obligés d'avoir, d'un point de vue capitalistique, d'être super solides. Ça veut dire d'être capable de supporter un BFR, et en gros, d'être super solide financièrement, de choper des clients qui vont payer, mais pas forcément dans les temps, et ils arrivent à assurer des mois et des mois de salaire à leurs équipes. Mais en fait, tu vois, juste avant que tu continues, je voulais juste ajouter une précision par rapport à ce que tu dis là, parce que ce que tu vis là, moi aussi, je l'ai vécu. Tu vois.
Et moi aussi, en fait, il y a pas longtemps, je suis revenu en fait en mode, j'avais une agence et je suis revenu en mode solo parce que j'ai vécu exactement les mêmes choses que toi. Tu vois, le BFR, les retards, les impayés, ce qui est passé du connu. Et je pense que c'est là où j'ai eu mes plus grosses nuits blanches. Et je crois que c'est là où tu vois, je crois que c'est là où toute ma famille m'a dit, waouh, t'as vieilli. Bah ouais, en même temps, j'ai des soucis, tu vois. Donc en fait, tu vois, typiquement, enfin moi, ce que je serais juste avant de te laisser continuer, c'est que euh, passer de freelance à agence, ok, bah certes, tu peux faire plus d'argent, mais comme le dit si bien Emmanuel, ce n'est pas de l'argent qui va être dans ta poche, c'est peut-être en fait beaucoup d'argent au volume, mais par contre, tu as beaucoup de sommes en fait qui disparaissent dans d'autres budgets, donc achat média, ou bien qui ne rentrent jamais. Enfin, tu l'as signé, mais ça rentre jamais. Et en fait, donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que bah en fonction de la plupart des gens qui se lancent en freelance, c'est soit pour être libre, soit pour être indépendant, ou bien soit pour bosser de où ils veulent quand ils veulent, mais en fait en mettant au centre la qualité de leur vie. Euh, et si on veut lancer une agence derrière, il faut vraiment se reposer ces questions-là. Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour grandir plus? Parce que tu vas forcément sacrifier quelque chose à ce moment-là, du fait des points que tu soulignes. Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. C'est exactement ça. Je rajoutais juste 2 points, tu vois. Premier point, qu'on dit pas souvent, mais par rapport à ton audience, on peut en parler. Premier point, c'est combien gagne un consultant SEO, par exemple, à Paris. En moyenne, c'est combien ils sont payés et combien marge dessus une agence. Ça veut dire en moyenne. Alors, il y a 2 choses, je peux te dire, voilà. Les directeurs d'agence avec qui j'ai discuté, ils m'ont tous dit que leur règle, c'était de faire x3 sur le coût du salarié. C'est-à-dire, grosso modo, c'est logique. Alors, après, quand tu entends ça la première fois, moi, en tant que freelance, je trouvais ça de l'exploitation. C'était du vol. Quand je me suis mis du côté du patron, je me suis rendu compte que les pauvres, ils n'avaient pas le choix. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, alors ça paraît gros, mais on va juste bien expliquer l'histoire. C'est qu'en fait, un gars qui va gagner, allez, on va dire entre 35 et 45 000 bruts annuels, ce qui peut être beaucoup ou peu importe. Là, ces gens-là, ils sont grosso modo, on va dire, prenons même qu'il fait 4 000 euros bruts par mois, ça veut dire qu'il fait du 200 euros jour, on va dire il a 20 jours dans le mois, il fait du 200 euros jour homme. Sa journée, elle va être vendue en moyenne 600 euros. Maintenant, voilà. Donc, c'est à peu près ça qui va être vendu. Parfois plus, parfois un peu moins, mais grosso modo, c'est 600 euros. Maintenant, il faut bien comprendre qu'en fait, du point de vue de l'agence, d'abord, il y a des coûts d'acquisition client importants. Ouais. Ils font un site web, ils ont des logiciels, il y a des commerciaux. Les commerciaux, ouais. Les appels, tu vois. Quand ça close pas, c'est du temps que tu payes aussi. Voilà. Donc, déjà, tu as des coûts d'acquisition qui sont pas négligeables. Deuxième point important, c'est que tu as des retards de paiement, des impayés, et c'est le patron qui les prend là. Ça veut dire, donc ça, c'est pas du tout négligeable. Ah bah non, au contraire. Il y a plein d'à côté qui sont là, qui font qu'en fait, c'est dur d'avoir une bonne marge, même lorsqu'on fait du x3 sur son salarié. Et alors du coup, il y a une sorte de jeu de dupes qui se passe. On le connaît, c'est pour ça que d'ailleurs on le voit tous les jours avec des entreprises qui viennent et disent ah tiens, je suis mécontent de telle agence, je préfère travailler directement avec toi Emmanuel, directement avec toi Bilker. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'agence, elle finalement, elle va acheter du salarié à 200 euros jour homme, et quand le gars il est senior, il est bon, il a fait le gars il dit mais je peux faire 400, il se barre. Et en fait, va voir dans une agence, qui c'est qui est, est-ce que t'as des bons, quand je sais pas, allez, 10 ans d'expérience. J'ai vu ta vidéo avec Olivier Andrieux, Bilker. Il y a un point assez génial qui dit Olivier que j'ai kiffé. C'est l'idée il dit, tu sais, l'expérience. Et en fait, c'est quoi l'expérience? Que quand on dit comme ça, on dit ouais, mais c'est quoi Bilker? Ouais, mais attends, je vais te dire ce que c'est l'expérience de mon point de vue. C'est qu'en fait, quand tu vas contacter Bilker en SEO, toi, je sais pas, tu fais du e-commerce dans la bouffe. Bilker, il a déjà fait 4 marketplaces en e-commerce dans la bouffe, il connaît ton secteur. Exactement. Déjà, je suis planté aussi 4 fois. Voilà. Il connaît, parfois même, il a bossé avec ton concurrent. Exactement. Donc, en fait, ça te donne une avancée énorme. C'est ça. Et l'expérience, c'est ça. C'est comme si, par exemple, moi, je te donne l'exemple souvent, tu vois, c'est comme si tu vas voir un comptable. Le mec, il a tous les bilans, les comptes de résultats de tous ses clients. Quand il te dit ce secteur ça marche, tu peux lui faire confiance parce qu'il a 15 clients, il pète tout. Bah t'as tout dit. Et t'as tout résumé. Voilà. Et moi, tu sais, ça veut dire maintenant, ça fait presque 10-15 ans que je fais du SEO.
Mhm. Il y a des métiers, je me dis, ah non, non. Et ça, je dis, ouais, ça c'est ouf. Il y a des secteurs, je dis, ça c'est génial et tout, parce qu'on a l'expérience, on connaît le truc. Et donc, en fait, les meilleurs freelances qui ont déjà bossé sur plein de sujets, qui ont testé plein de trucs et tout, mais ils se barrent. Au bout de 5 ans, ils sont plus dans ces agences-là. Et donc, il y a un jeu de dupes, parce que tu vends des mecs à 600. Le client, il pense que c'est des gars qui valent 600. Et en fait, non, bah, il se tourne vers les freelances. Et ça, j'ai mis du temps à l'accepter parce que je me suis dit, attends, c'est pas une vraie entreprise. J'ai essayé tout de mon côté. On m'a dit, non, mais c'est pas vrai, on peut faire de la qualité et tout. La grande phrase qu'on me disait, c'est... Chez nous, on est que les seniors. Voilà, Ça te plaît ou pas? on m'a dit surtout, tu sais, on m'a dit deux trucs. On m'a dit, ouais, une entreprise, une agence, t'as une valo, il y a un potentiel revente et tout. Donc les gars, ils parlent toujours de revente possible et tout. Souvent, c'est du bullshit. Ou bien le gros truc aussi qui était énorme qu'on me racontait, c'était de te dire, non, mais attention, si t'as des process carrés, on peut scaler sur de l'humain. Alors moi, je peux te dire mon expérience, c'est que tu scales pas sur de l'humain. Il n'y a aucune possibilité de scaler l'humain. C'est que, en fait, si par contre tu scales tes emmerdes à un niveau, laisse tomber, ça veut dire. Mais pareil, tu scales pas l'humain. Quand t'as quelqu'un qui est bien formé et qui est bon et tout, il se barre. Et en fait, tu te gardes que les médiocres ou les moyens ou ceux qui sont assez fragiles. Et au final, c'est super dur ce modèle-là. Alors, je vois bien qu'il y en a qui ont réussi, à créer des super agences. Mais je remarque quand même, quand je vois ce que fait par exemple même un Théo Lyon, je remarque qu'aujourd'hui, le modèle d'agence, il doit être réinventé. Théo Lyon, il n'hésite pas à prendre plein de freelance. Il est 100% remote. Il est en train de casser un peu le game là-dessus, où je prends Jordan Chenevillet de Bulldozer, tu vois, il bosse avec freelance. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Je dis pas que le modèle d'agence est fini, mais je dis juste que c'est un modèle, ne serait-ce que les problématiques de BFR, de savoir où se trouvent les talents, c'est pas évident, quoi. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que j'ai vécu toutes ces phases là, tu vois. Bon, toi t'as peut-être 1 an ou 2 ans plus de SEO de plus que moi, mais ouais, en fait, j'ai été salarié pendant 4 ans. Quand j'ai vu que j'étais bon et que je pouvais ramener beaucoup d'argent à l'agence, j'ai fait mais en fait, je peux le faire pour moi tout seul en fait, tu vois. Et c'est là que je me suis barré, tu vois. Et c'est là que je me suis barré et du coup, c'est marrant parce que quand je me suis barré, et ben en fait, l'agence dans laquelle je bossais voulait que je reste freelance pour les dossiers que je gérais à l'époque déjà, on était en 2018. Tu vois, en 2018-2019, tu vois. Donc moi, ça m'arrangeait, tu vois. En fait, j'ai pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, moi, ça m'arrangeait, tu vois. Là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais en fait, c'est que, ouais, en fait, quand on connaît très bien la chose, quand on connaît et le SEO, donc d'un point de vue métier, et la posture du consultant, ça, on va en parler juste après, quand tu connais ça bien, mais en fait, c'est toi qui as le pouvoir, en fait, tu vois. Exactement. Donc ça, j'ai connu. Le côté agence, je scale et tout, j'ai connu aussi. Et après, je me suis dit, bon, moi, je vais être quelqu'un de libre. Ça, je suis pas libre. On arrête, tu vois. Et en fait, là, je suis en train de revenir à un modèle où je suis un peu en hybride. Bon, je te parle, tu vois, là, je suis manager dans une agence, où il y a en fait, on est que des freelances. On est que des freelances seniors, tu vois. Moi, je suis manager, en fait, de tous les free. Et franchement, en fait, c'est un modèle qui aujourd'hui cartonne de ouf parce que les clients qui viennent nous voir, tu vois, on peut bien les aider. On a un niveau d'expertise assez élevé, tu vois. Et surtout, eux, ils sont archi contents et surtout, du coup, ils re-signent derrière et ils parlent de nous derrière, tu vois. Pour moi, alors ça, c'est clairement pour moi le futur. Il n'y a pas encore de modèles qui se sont imposés. C'est pas évident aussi là-dessus, il faut bien comprendre un point. C'est que si tu fais un modèle de collectif, on va dire, où tu travailles avec des freelances, tu peux plus faire des x3. Donc ta marge, parce que les gars, ils vont pas accepter de bosser à 200 € jour, tu vois. Ça veut dire, bien sûr. Voilà. Ils sont capables de comprendre qu'ils vont pas facturer ce qu'ils auraient facturé en direct. Mais il y a plein de choses qui changent. Donc à partir de là, c'est un modèle qui est plus compliqué en fait, si tu veux, parce que les niveaux de marge sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais je pense que c'est effectivement le futur. Ça veut dire aujourd'hui le regroupement de A-players, ça veut dire de freelance qui sont assez bons, qui arrivent à travailler ensemble et tout. Mais en fait, ces gens-là, il faut bien comprendre qu'ils auront aussi des missions tout seuls, ils auront des clients directs et ils seront jamais full time et tout. Donc c'est un truc voilà, c'est un truc en train de monter. De toute façon, je le vois bien. Mais voilà, moi, pour vous dire simplement, aujourd'hui, tu vois, j'ai plusieurs casquettes. Ça veut dire, je me dis, je suis à la fois freelance. Ouais. Voilà. J'ai des clients que je gère tout seul, de A à Z. J'ai gardé mon agence en gardant les meilleurs éléments, mais dans un
plus en plus collectif et je fais pratiquement plus d'opérationnel. Ça veut dire, voilà, tout le monde doit être hyper autonome, je fais de moins en moins de management. L'idée étant de vivre sur un modèle plus d'apport d'affaires. Un peu comme fait Chris Sholly, etc. Et maintenant, à côté de ça, il y a d'autres choses qui sont sympas, hein, que j'essaie de développer, tu vois, que ce soit de l'apport d'affaires, de l'affiliation. Et voilà, j'ai aidé pas mal de freelances. Pour moi, c'était un truc pour rigoler, hein. Ça veut dire aider des freelances à se mettre sur Malte. C'était, moi, j'ai dit à ma femme, bon, si ça me paye un resto par mois, c'est cool. Franchement, mais attends, mais moi aussi, mais c'est comme ça que j'ai commencé le coaching. Je me suis dit, attends, si en 1 heure je peux payer 2-3 restos, moi ça me va. Donc, let's go. Voilà, mon critère c'était ça. Moi, mon critère c'était les restos. J'ai dit voilà, quelques restos par mois, c'est bon. Je fais, et honnêtement, ça a bien. Et bon, après, ça a bien marché. D'ailleurs, j'en avais parlé j'ai mangé avec Rémi Lower, tu sais, qui fait ouais. et je lui ai dit à Rémi, c'est un truc que je conseille à d'autres référenceurs. Il y a des gars, quand tu leur vends tu leur vends un audit SEO à 3000 balles ou 2000 balles, peu importe. Ils disent ouais, j'ai pas de budget. Ou parfois, ça ne mérite pas vraiment de faire un vrai audit complet parce que le site, c'est un nouveau site, c'est un nouveau sujet, le périmètre est restreint. Des fois, moi, je me suis dit, bon, comme j'ai des problèmes de cash flow, et comme le BFR, c'est de la merde et tout, ben, je lui dis, ben, viens, on fait 4 sessions de coaching d'1 heure. Viens, je te fais une mission mini audit SEO à 300 balles. Et en fait, ce genre de truc, tu sais, il y en a un qui a cartonné là-dessus, hein, qui s'appelle Guillaume, je crois avec Guillaume, c'est le gars sur ComeUp. T'as un gars sur, parce qu'on parle vu qu'on parle des plateformes, je vois qui c'est, je vois qui c'est, je vois qui c'est, mais je veux son nom de famille. Ce gars-là, tu vois, regarde. Il faut quand même regarder ça. Ça veut dire juste qu'on montre un petit peu, regarde. Attends, audit SEO. Ah, voilà, ça, Guillaume de Tondéac. Voilà, Guillaume Garçon. Pardon, n'importe quoi. Ouais, Guillaume Garçon. Mais le pire, c'est que lui m'a contacté, bon, bref. Vas-y. Ah, mais tu prends Guillaume Garçon, tu sais combien il en a vendu regarde combien il en a vendu, le mec. Il les vend à 300 balles. D'accord? Audit SEO. Ouais. Et en fait, je te fais un truc basique. T'as plusieurs options. Ouais. Mais, en fait, c'est la réalité du marché. T'as des gars, parfois, il faut faire un micro-audit, une petite analyse. Des fois, ça vaut la peine de payer ça 250 €, il en aura pour 1 heure. Et en fait, c'est vrai que quand t'as une logique de freelance comme Guillaume, tu peux te permettre de dire, moi, je vais faire ça en 1 heure, je te paye 250. Mais quand t'as une logique d'agence, non, en général, tu vends que du package global. Et en fait, si tu vends que des trucs à 3000, 4000 balles. Donc c'est dur, mais tu vois, quand il te dit, voilà, est-ce que tu as besoin de netlinking 250? Ils vendent des trucs à 500 €. Et en fait, ça marche bien. Tu vois, Rémi, il l'a fait aussi. Ça marche très bien. Et je pense que... Et surtout, en fait, finalement, ce qui est cool dans ce modèle, c'est qu'en fait, tu bosses pas beaucoup. Oui. Tu produis le document. Et derrière, en fait, en le restituant, et tu peux gagner la confiance de la personne pour qu'il puisse re-signer encore avec toi. Exactement. Et en fait, c'est dingue. Ça veut dire, c'est exactement ça. C'est qu'en vrai, je pense que nous, alors, il faut qu'on choisisse notre camp. C'est-à-dire, on a le camp agence. Moi, clairement, c'est pas comme, tu vois, toi, t'as dit tout à l'heure quelque chose, c'est pas pour moi agence, mais je sais, au fond, la vraie raison, c'est celle que tu as dit, toi. Ça veut dire, tu sais, tu m'as dit SEO lifestyle, t'es un homme libre. Tu sais, c'est dur de revenir. Si toi, c'est ton mode de vie, pourquoi tu vas imposer de la subordination à d'autres et le côté top-down à d'autres? Ça veut dire, t'aimes pas ça pour toi. Mais tu vois, regarde, non, mais c'est hyper intéressant parce que, enfin, si je reprends en fait mon exemple à moi, c'est que j'ai fait un truc que peu de personnes font et j'essaie de le dire régulièrement sur LinkedIn. Je suis reparti de la base. Je suis reparti de moi, en fait. Oui. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Et en fait, on a la chance d'avoir une compétence, tu vois, qui est demandée aujourd'hui et qui va être encore plus demandée avec l'avènement de l'IA, tu vois. En fait, en partant de moi, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de disposer d'assez pour kiffer ma vie, j'ai envie de faire kiffer les autres aussi. Et vas-y, c'est quoi? Et le modèle agence, fuck that shit, j'en veux plus. Je me rappelle, en fait, j'avais fait un post LinkedIn le 4 septembre 2023, je me rappelle, tu vois. J'ai fait un post LinkedIn, j'ai dit, agence, les gars, je me casse, tu vois. Et par contre, en fait, derrière, ce que j'ai fait, c'est que bon, l'agence, j'ai appris des choses dessus, mais par contre, j'ai envie de former des gens. Tu vois, j'ai envie de retransmettre des choses, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, avec le freelancing, je mange même très bien, je voyage, tu vois, je voyage, j'achète j'achète ma maison, je subviens aux besoins de ma famille. Mais par contre, derrière, avec ce que j'ai appris, avec les process que j'ai appris, je vais développer une agence, je vais développer un programme de formation, SEO Pareto, je vais développer des sessions de coaching, tu vois. Et en fait, en faisant ça, non seulement je nourris mes valeurs, mais en plus de ça, tu vois, j'ai fait sauter, en fait, à mon niveau, un peu, tu vois, ce plafond de verre dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Et là, franchement, je suis bien, tu vois. Mais tu vois, mais c'est exactement ça. Mais tu vois, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Ouais. Un,
t'as pas cédé sur ta personnalité, qui tu es. Bah, c'est ça, la base. Ouais, et c'est pas évident, parce que des fois, moi, tu sais, pendant 4-5 ans, j'étais en mode, je me force, je fais progresser, mais demain, ça va marcher et tout ça. Bon. Des fois, tu sais, quand t'es un gros bosseur et tout, c'est pas grave, tu avales des couleuvres et tout, mais à un moment donné, tu te mens à toi-même aussi, tu vois. Bah, c'est ça. Voilà. Et le deuxième point que tu as dit aussi, c'est qu'en fait, quand t'as goût au scale et tout, t'as envie quand même d'avoir des à côté. Et en fait, c'est vrai que quand tu crées, t'apportes de la valeur aux gens. Moi, je le vois aujourd'hui, ça veut dire, tu veux un audit classique, je te fais l'audit classique. Quand je sens le gars, il me dit, ouais, j'ai pas de budget, ou en fait, je m'en coupe, j'ai aucun problème. Moi, je préfère des fois, tu vois, je vais te dire un truc, j'ai bossé, pour pas citer le nom d'entreprise, c'était Carrefour, mais... Et le mec, ça ouf. Non, je rigole. C'était Carrefour Assurance. Mais je rigole, mais avec eux, ils vont me faire, ils vont m'exploser. Non, je rigole, ils étaient sympas et tout. Mais tu vois, attends, juste raconter un truc avec eux, c'était marrant. J'étais super content de signer ce contrat. C'est un contrat à plusieurs chiffres et tout. Ouais, c'est un bon contrat, moi, SEO, SIA. Et en fait, les gars, vu comment ils me faisaient travailler, j'avais un taux horaire de merde. Sans parler des délais de paiement et tout, mais mon taux horaire, moi j'étais du salarié externe, j'avais aucun avantage. Et il me tuait, il me mettait une pression de fou. Alors avoir son joli portfolio, j'ai bossé avec Carrefour, et puis tout ça, bon, c'était pas dingue. Et aujourd'hui, je me dis, attends, c'est bien de temps en temps d'avoir un beau contrat, mais ton taux horaire, faut pas déconner. Ça veut dire des fois, il vaut mieux faire 250 € de l'heure sur une micro-mission et dire, il y a des gars, tu sais, en SEO, il y a des gens, j'ai débloqué des situations où ils se posaient des questions. Là, tu vois, même cette semaine, je vais bosser pour une fille, l'arborescence, la structure du site qu'ils ont. Catastrophe, tu vois. Et en fait, je suis emmerdé parce qu'elle est partie sur de très mauvaises bases. Et donc, des fois, sur des sites qui n'ont pas une très grosse ampleur, rien que avoir une logique de structure cohérente, d'expliquer où on va aller, créer les bons contenus et tout, tu peux faire gagner beaucoup. Tu vois, elle avait pas de problème à payer 3-4 000 € pour créer son site. Mais des fois, il vaut mieux dire, passe par un mec en SEO, tu vas le payer même 2 heures de conseil. Et tu vas lui payer, je sais pas, les mêmes 500 balles. Tu vas dire 2 fois 250, mais il va te faire ton arborescence, ta structure URL, il va choisir tes bons mots-clés, on sait où on va. Et des fois, alors toi, c'est pas le client que tu cherches en priorité, mais en fait, là, tu sais, des fois, il vaut mieux être payé 500 balles tout de suite. Et comme tu dis, ça va te payer pas mal de petites choses, voilà, des factures immédiates. Et après, le client à 3 000, 4 000, 5 000, voire même le client abonnement régulier, qui est le plus important, ce client-là, tu l'as pas forcément tout le temps, et tu l'as de temps en temps, mais c'est pas tous les clients qui créent des boîtes où ils peuvent payer plusieurs milliers d'euros par mois. Non, je suis en phase. Je suis totalement en phase. Mais du coup, si on devait résumer tout ça, tout ce qu'on vient de se dire, parce que mine de rien, le temps file, tu nous as donné en fait les principales optimisations à faire sur Malte, donc à savoir son title et tourner son CV, tourner son profil sous forme de skills. On repense Google quand on fait Malte, apporter des missions. C'est ça. Et surtout, quand on a des missions, parce que là, ce que tu nous dis, ça va marcher. Quand on a des missions, le step suivant, ce n'est pas de scale en agence. Le step suivant, c'est de revenir sur soi et se dire, OK, sur quoi je suis bien en fait aujourd'hui. Mais en fait, c'est ça, c'est aujourd'hui là-dessus où je vais à fond. C'est cette logique un peu, solopreneur, ou hyper freelance. Voilà, il y a deux choses dans lesquelles, tu vois, je profite de ton podcast pour en dire, pour dire. Tu vois, il y a un gars qui suit ton podcast, qui se lance, qui est en train de se former, et en SEO, et on en a parlé tout à l'heure en off. Ouais. On lui fait coucou à Issif. Pour pas le nommer. Et tu vois, je disais à Issif, c'est important que tu comprennes aujourd'hui les plateformes de mise en relation, c'est devenu super important. Tu sais, dans le monde de l'hôtellerie, 80% des nuitées, j'avais lu ce chiffre-là, tu vois, ça passe par Booking et compagnie. Donc, toi, tu vois, quand un hôtel, il n'est pas sur Booking, tu te dis, attends, d'abord, mets-toi sur Booking, tu vois. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand tu es freelance et que tu veux te lancer en SEO, oui, bien sûr, tu vas aussi sur les plateformes. Ça, c'est un point super important. Voilà. Le deuxième point qui est important, effectivement. Et du coup, excuse-moi, juste avant que tu donnes le deuxième point, est-ce que c'est important pour toi d'aller sur toutes les plateformes? Tu sais, en fait, parce que Pareto, sur Bizcare, on aime bien le 20-80, tu vois. Est-ce que il faut juste se dire, OK, Malte, ça fait le job, ou bien est-ce qu'il faut faire Malte, freelance.com, codeur, etc. Non, tu fais que Malte. Malte, OK. Ouais. Non, Malte, que Malte. Voilà, 20-80. Dans le domaine, attention, parce que je pars du principe que là, on a des gars qui sont dans le marketing. Oui, c'est ça. Voilà. Après, si vraiment la personne a un peu de temps,
elle veut aller choper la deuxième meilleure plateforme à mon sens, c'est Crème de la Crème Pilote. Ouais. Crème de la Crème, c'est bien. Maintenant, il faut bien comprendre aussi que Crème de la Crème, il y a beaucoup de missions en régie chez le client. Ouais. Donc après, il faut voir aussi si les gens veulent ça ou pas. Mais bon, Crème de la Crème, c'est aussi très solide. C'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que là, tu mets ton profil et normalement, tu reçois les missions. Après, il y a d'autres plateformes, mais c'est pas. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir du sens pour certains métiers, mais dans les métiers du marketing digital, pour moi, Malte et Crème de la Crème, c'est vraiment c'est là où tu dois mettre ton focus. Ok, ça marche. Voilà. Après, le point, le deuxième point, effectivement, c'est cette idée-là que l'agence n'est pas la meilleure manière de scaler. Ça veut dire, il y a d'autres choses pour faire. Bah, ce que tu fais, par exemple, avec ton podcast, c'est voilà du média. Tu sais, il y a même, tu vois, plein même d'autres influenceurs LinkedIn qui parlent de SEO. Il y en a, je sais pas, Amandine Barthes. Elle a sponsorisé sa newsletter avec SEMrush. Toi, demain, peut-être ton podcast il va être sponsorisé par SEMrush, je vais savoir, tu vois. C'est en cours, voilà. Voilà, je n'en dis pas plus, mais il y a des choses en cours. Ouais, mais c'est logique. Et en fait, si tu veux, et en fait, il y a des moyens de monétisation. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, mais prends Paul Vengeon. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il est passé sur Bizcare. Voilà, tu vois, mais Paul, moi, j'aime bien. Le gars, il fait de l'affiliation. Il a des sites sur lesquels il gagne des sous. Et le nombre de gars qui ont fait des sites médias, tiens, regarde, un petit truc, une petite anecdote, regarde, un truc qu'on ne connaisse pas, mais j'aimerais bien je l'ai fait, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, putain, vraiment une anecdote. Tu regardes cette anecdote Bizcare, elle m'a fait une claque. Attention, anecdote qu'Emmanuel va raconter, il l'a jamais raconté nulle part. Attention, écoutez bien vos oreilles. Écoutez bien vos oreilles, pardon. Je bosse avec une boîte, ils sont c'était un site en SEO qui vendait des coussins. Donc le gars, on travaillait bien sur coussins ergonomiques, oreiller douleur cervicale, enfin t'imagines tout le truc. Donc on avait une structure nickel, plein de types de coussins, des articles de blocs béton et tout. On est passé de zéro, genre à plusieurs centaines de milliers de visiteurs par mois. Et le gars, ouais, vraiment, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs. Enfin, c'était très orienté santé ce qu'on faisait, et donc il y avait plein de gens qui allaient dessus. On fait ça, et le gars, pour te dire, il avait 1% de conversion en e-commerce sur son site. Le gars, il faisait, sans déconner, il faisait à peu près, il faisait entre 500 et 1000 ventes de coussins par mois, que sur du SEO. Et donc, bon, il cartonne tout seul dans son coin, à Orléans. Et un jour, il me dit, ah, Emmanuel, regarde, j'ai chopé le Covid, j'arrive pas à me remettre, j'ai un Covid long, je suis dans la merde, je sais pas quoi faire. Et bref. Et là, je lui dis, mais pourquoi tu vendrais pas ton site? Il me dit, ouais, mais je sais pas comment faire. Je l'ai présenté Dot Market. Dot Market, donc c'est Kevin Jourdan qu'on salue. Et je parle à Kevin, je dis, regarde, j'ai un client, il a un beau site, on a fait un beau boulot en SEO, ça cartonne et tout, trouve-lui un acheteur. Et il me dit, ok, je te ferai un apport d'affaires si je trouve un acheteur. Quelques mois après, il me dit, oui, ben, on vient de vendre la boîte, on vient de vendre la boîte pour le gars, donc, tiens, ta com. Et moi, pour avoir fait un petit coup de fil de 5 minutes, j'ai pris 2500 €. Donc, en fait, si tu veux. Ouais, c'était rien. Donc, je me suis dit, attends. Là, pour l'anecdote, j'étais en pleine souffrance, si tu veux. Ouais. Et là, je reçois 2500 € sans rien faire. À un moment donné où je dois être en vacances, ou je sais pas comment payer les vacances. Ah bah là, tu poses des questions, ouais. Mais je me suis dit, attends, c'est quoi cette connerie? Donc en fait, je me suis dit, attends, mon taux horaire, là, ça m'a pris 1 minute pour faire 2500. Non mais attends, là, c'est même pas du taux horaire, là, c'est du taux par minute. Voilà, du taux minute, c'était 2500 balles la minute. Le gars, j'ai rien fait, et je commence à dire, et en fait, je me rends compte que t'as pas mal de freelance SEO. Bah, je prends l'exemple de Paul, mais il y en a plein d'autres. Tu prends Guillaume Serre, tu vois, ces mecs-là, ils font des news SEO, Maxime Blondel, il y en a plein, qui font des trucs smart, où ils mélangent un peu, tu vois, Presta, coaching, formation, des produits. Tu prends Vincent Ego. Mais en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai cherché à scaler sur une agence, alors que tu peux faire un peu d'apport d'affaires ici, du sponsoring. Renseigne-toi sur les formes de monétisation, et vas-y, va tout péter. Et tu vois, moi, une phrase que tu as dit en off tout à l'heure, et je me suis dit, il faut que je reprenne l'expression de Bizcare. Je me suis dit, attends, j'ai envie d'acheter le nom de domaine. Tu m'as dit, moi, je suis un SEO lifestyle. J'ai kiffé, tu vois, ça veut dire, ouais, ben, soit t'es un SEO agence, soit SEO lifestyle. Et en fait, SEO lifestyle, faut assumer, parce que c'est vrai que, il y a des gens, ils te disent, SEO lifestyle, ouais, c'est pas sérieux. Mais c'est très sérieux. Moi, je dis les meilleurs SEO que je connais,
ils sont tous lifestyle. Ça veut dire ils ont pas mal de muscles, ils ont pas mal d'apports d'affaires, ils ont plusieurs sources de revenus sympas. Non, mais regarde, je vais te dire un autre truc, tu vois. Là, pour le coup, c'est pour toi. Et je pense que ce sera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Euh, En fait, c'est simple. On fait du SEO, mais par contre, en fait, les gens, ils croient. En fait, non, je vais la refaire. On fait du SEO, mais la compétence, elle est recherchée de ouf. Genre, il y a plus de demandes que d'offres sérieuses. Ouais. À partir de là, le champ des possibles, il est énorme, à condition que tu reviennes vers toi et que tu te dises, OK, qu'est-ce qui est important pour moi, en fait, tu vois? Parce que, de toute façon, dans tous les cas, tu vas gagner de l'argent. Tu vois? Tu es compétent. Tu vois, il y a des gens qui veulent de toi sur le marché. Et c'est ce que j'apprends, en fait, aux personnes que je forme sur le SEO Pareto. Je les apprends à se vendre bien sur le marché. Mais à partir de là, tu construis ta vie en fonction des moyens que tu as. Tu vois? Regarde, là, au moment où je te parle, je suis aussi passé par le mode agence et tout, tu vois, genre le truc, mais vraiment bourbier, tu vois. Aujourd'hui, en fait, je bosse avec des agences, c'est eux qui me filent du taf. Donc, c'est-à-dire, en fait, que toute la partie commerciale, tout ça, nanana, eux me disent juste, Bilka, il y a de la prod, tiens, tu vois. Et là, en fait, je peux les facturer à mon TJM normal, tu vois. Okay. Donc, il y a ça. J'ai des clients en direct. Je suis en train de développer l'influence, tu vois. Et pour reprendre l'ami de Thomas Meyer, c'est marrant parce que cet épisode de podcast, c'est un best-of de tous les podcasts que j'ai fait avec les gens que j'ai invités. L'ami de Thomas Meyer qui dit, en fait, l'influence, c'est une conséquence de ce que tu fais et pas une cause. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas voulu être influenceur, c'est en partageant régulièrement, tu vois, que les marques me contactent pour me sponsoriser, etc. La formation, le coaching, et à partir de là, je ne suis même plus dans une optique de waouh, il faut que je fasse 1 million ce mois-ci. Je suis dans une optique de je veux bien vivre, avoir mon temps pour ma femme, pour ma fille, ensuite faire du jardinage. Et une fois que je suis bien, les choses viennent tout seules, tu comprends pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est un truc que les gens ils aiment pas parce que bon, il y a plein de critiques sur lui et tout. Mais Oussama Hamar, il disait ça énormément. Créer de la valeur, créer de la valeur, créer de la valeur, et les opportunités arrivent. Et en fait, c'est vrai que moi, je sens quand je crée mon agence, je développais mon agence, j'allais à l'encontre de mes valeurs, à l'encontre de qui j'étais au fond. Et dès que j'ai switché, j'ai dit allez, je reviens vers qui j'étais. Et ben, j'ai commencé à casser le plafond de verre, tu vois. Alors c'est vrai. Voilà. Et là, il y a des opportunités. On me dit, viens faire une conférence, machin, viens faire un podcast, viens faire un sponsor. Et en fait, t'as plein de trucs, tu sais pas vers quoi, mais il faut quand même les connaître, ces opportunités. Parce que il faut être ouvert à dire, bah, je te mets en relation avec machin, il te rémunère et c'est bien. Et maintenant, moi, j'ai pas compté là-dessus, c'est pas mon business. Mais quand ça arrive, je suis content, quoi. Non, mais en fait, tu vois, non, mais c'est archi marrant ce que tu dis là, parce que honnêtement, tout ce qui était influence, formation, je ne pensais pas à le faire. Mais vraiment. Ouais, moi aussi, bah, c'est pas mon truc. Mais comme tu dis, en fait, c'est en partageant, tu vois, que tu te retrouves, en fait, dans tout ça, tu vois, ce qui te fait kiffer. Et là, t'y vas, quoi. Et là, comme tu dis, t'as des opportunités qui arrivent, des domaines de conférences par-ci, par-là. J'étais invité il y a 2 mois pour aller donner une conférence à Lanzarote, mec. Tu vois, sur cette base-là. Donc, tu vois. Donc, c'est cadeau aussi pour moi. À croire, en fait, que si tu veux, la forme de travail de demain, c'est beaucoup le freelancing. Ouais. Ça veut dire, alors c'est pas la forme exclusive, parce que c'est vrai que à l'inverse, si t'es un jeune qui vient de sortir d'études et tout, parfois c'est bien de faire passer par 4-5 ans en agence, de voir ta cas de figure et tout, t'as quand même, c'est un peu le confort, t'as pas besoin, enfin quand t'as pas beaucoup de frais et tout. Mais tu vois, quand j'ai parlé à Issif, on va le reciter, le gars, il est papa, il a 2 enfants, il a déjà une vie professionnelle, il n'est pas obligé de repasser par ce système-là de dire voilà. Il peut sauter des étapes. Et à l'inverse, tu as un gars qui a 30 ans, 32 ans, et j'en vois aussi, tu vois, il y en a qui m'envoient des messages, ils me disent Emmanuel, ouais, ça fait 15 ans, 10-15 ans, t'es indépendant et tout, comment t'as fait? Moi, je suis bloqué dans mon agence. Et en fait, t'as des gars, mais tu peux te lancer. Moi, tu peux te lancer, il y a de la place. Le marché, il est loin d'être saturé. Et tu peux toujours tester, moi, c'est ce que je dis aussi, tu vois. Vas-y, teste, mets-toi sur Malte, fais-le, même part-time, tu vois, tu fais quelques missions, tu testes un peu ta capacité. C'est comme si, voilà, si t'es bon, t'as une compétence, t'es expert, et que t'es assez, on va te dire, voilà, t'es un vendeur correct, pas du tout un excellent vendeur, parce que souvent, tu vois, souvent j'ai vu que les consultants SEO, ils pensent qu'ils sont très 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 mauvais vendeurs. Mais en vrai, c'est pas tellement le cas. Il faut juste rassurer. Il n'y a pas besoin de faire comme on dit, du conseil un peu. Du conseil, t'as pas besoin d'être vendeur, tu vois. Mais et ben, en fait, normalement, si tout se passe bien, oui, tu es censé gagner mieux qu'en agence. Bah, largement. Voilà. Largement. Après, voilà, je dis pas que c'est pour tout le monde, tu vois. Quand un jeune, je dirais pas forcément ça.
Mais même le problème, c'est que les agences se tournent même elles-mêmes vers des freelances. Donc, Ah bah de plus en plus, parce que moi, mais je bosse avec pas mal d'agences, hein. Donc oui, de plus en plus, voilà. plus. Donc je dis deux choses. Le freelancing, c'est très sérieux. Je pense qu'on est reparti sur un gros cycle de freelancing, de soloprenariat, d'hyper freelance. Ouais, ça c'est clair. Bah, c'est vraiment important. Et puis voilà, petite sponsor à Malte. Allez regarder ce qui se passe là-bas. J'ai coaché d'ailleurs pas mal de gars. Et j'ai d'ailleurs même pour un petit truc qui est marrant, mais que je préfère le dire parce que les gens ne comprennent pas forcément. J'ai pas peur de coacher des gars dans le référencement. C'est-à-dire j'ai coaché des dizaines dans le référencement. Parce que je sais que de toute façon, moi quand je suis pris, je suis pas visible. C'est-à-dire ma position, elle est pas, je suis pas tout le temps premier. Et même pire que ça, il y a des clients smart qui disent non mais Emmanuel il est trop pris, il est trop demandé. Il est trop en avance. Voilà, je préfère avoir un gars qui va être focus et tout, et je prendrai quelqu'un qui est peut-être moins sollicité. Ce qui est pas forcément faux. Et donc du coup, non, même un jeune ou quelqu'un qui a un peu d'expérience et qui est pas full, il peut y aller dessus. Et il y a encore cette randomisation, le fait que ça tourne. Il y a de la place pour beaucoup plus de personnes qu'on croit. Bah écoute, franchement, je pense que c'est au mot de la fin, t'as tout dit, hein. Donc du coup, Malte, aujourd'hui, parce que t'as répondu à la question que je me posais en début de call. Malte, encore aujourd'hui en 2024, il faut y aller. Encore, ouais, de plus en plus. Ça veut dire qu'ils ont racheté tous leurs concurrents, ils sont devenus incontournables en France et ils ont signé ce qu'ils appellent des accords cadres avec toutes les boîtes du CAC 40. Donc tous les grands comptes, voilà, en fait, si tu veux, c'est ce qui fait la grosse différence de Malte avec les autres. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Malte a une sorte de monopole. C'est-à-dire que La Poste veut bosser avec Malte, ils veulent bosser avec des freelances, pardon, ils doivent passer par Malte. Donc en fait, les grands comptes sont surtout sur Malte. Donc AXA, ils veulent bosser avec leur prix, c'est plus facile pour eux d'aller travailler qu'un freelance sur Malte. Pour des questions techniques, et donc ils ont ce quasi-monopole. Alors, attention, je sais que toi, tu avais une mauvaise avis, tu me disais, voilà, pas un super avis sur Malte, mais il faut dire deux choses. Déjà, juste avant que tu me dises ton avis, c'est que Malte a pas mal évolué, c'est une plateforme qui a 10 ans. C'est un peu le survivant et tout, donc c'est une plateforme un peu béton. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas de défauts sur Malte, il y en a plein. C'est pas la question, mais la réalité, c'est qu'ils ont pris une telle position. C'est un peu, pour moi, voilà, si je reprends mon exemple de Booking, c'est trop important pour passer à côté. Il y a trop de business pour dire non, je fais la fine bouche. Ça, tu peux le faire si tu as un grand nom voilà, dans ton domaine, mais sinon, c'est difficile. En fait, moi, pourquoi je suis pas fan de Malte, parce que, et là pour le coup c'est peut-être une croyance et que je ne demande qu'à être démonté. Pour moi, Malte, c'est un peu la chasse au prix le plus bas, tu vois. Par exemple, tu vois, moi qui suis consultant SEO senior, tu vois, moi je ne descendrai jamais mon TGN en dessous de 600 euros en direct, tu vois. Je descendrai jamais en dessous, enfin quand je suis en direct, jamais en dessous de 600 euros, tu vois. Malte, j'ai l'impression que si je me positionne comme ça, eh bah, il va y avoir le junior qui vient de débarquer qui va se mettre à 200, tu vois, le junior encore plus junior qui va venir à 150, etc. Tu vois, en fait, on tire réellement les prix vers le bas et au final, en fait, tu te sens pas réellement respecté. Donc, en fait, moi, je me suis dit, vas-y, Malte, je suis dessus juste pour être dessus. Et par contre, je l'exploite pas du tout, tu vois. Et si ça se trouve, tout ça, c'est des bullshit, tu vois. Tout ça, c'est dans ma tête. Donc, du coup, justement, comment, voilà, enfin, partant de ça, est-ce que Malte, c'est vraiment ce que je pense, donc à savoir cette boîte qui tire les prix vers le bas? Alors, t'as raison. C'est la critique numéro 1 qu'on fait sur Malte. Voilà. Maintenant, j'ai une réponse en deux temps. Premier temps, c'est que tout le monde ment sur Malte. C'est-à-dire qu'ils mettent tous des prix qui sont pas les prix finaux. Ils mettent des tarifs à partir d'eux. C'est-à-dire que c'est un tarif indicatif. C'est comme si je dis maintenant, imaginons, si toi, en fait, si tu veux, imaginons que l'association scolaire de ta fille, je sais pas, elle fait de la musique et tout, ils te disent, est-ce que tu peux nous aider à être référencé localement, cours de piano, voilà, qu'on soit bien en Normandie, voilà, qu'on nous retrouve. Bah, pourquoi pas? Tu vois, des fois, tu vas leur faire un tarif vraiment ridicule. Pourquoi? Parce que tu veux les soutenir, c'est une asso, c'est pour aider, voilà. Donc, tu peux avoir des fois, et en fait, c'est pas lié au SEO, mais dans n'importe quel prestataire, il fait des exceptions et de temps en temps, il va faire pas cher, voire gratuit, une activité. Bon, les gens mettent un tarif très bas, qui est pas le tarif final qui va être. Donc, on n'est pas comme du e-commerce où en fait le prix affiché est le prix réel que tu es censé payer. Ok. Donc ça, c'est bien. Les consultants ont du mal parce que comme on vient du monde des ESN, on leur dit quoi ton TJM. Alors, mais en fait, les gens ils mettent 300 balles et en fait à la fin ils annoncent en fait 1500. Alors comment on écarte de 1 à 5?
Parce que c'est comme quand toi, t'es parti, je sais pas, t'as été au Maroc, Ouais. 29 € le billet d'avion, et quand t'as payé, t'as vu c'était 150. Exactement. Et en, et en fait, C'est comme ça, en fait. voilà, en fait, c'est pour que tu cliques Marrakech, ils t'ont dit, allez, 29 € Marrakech. Et après, quand t'as compris que 29 € à Marrakech, fallait que tu sois debout tout le vol, t'as dit non, quand même, c'est long. Donc, Non, mais attends, non, mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Le vol était à 50 € de base. voilà, tu vois. Donc, en fait, là, on se voit pas, mais moi, je suis très grand. Je fais 1m97, j'ai de longues jambes. Tu Ok. vois? Donc, il faut que je sois en études de secours. Voilà. Ça me mal le plus, tu vois? Je pars pendant 2 semaines, il me faut un sac 20 kilos, 80 balles, tu vois? Et là, tu te retrouves avec 150 balles, en fait, tu vois? Non, c'est pas l'histoire, c'est que, regarde, les clients, comme toi, tu vois, toi, t'as pas eu de mal, à finalement, t'es passé de 150 à 150 parce que t'as fait l'ajout bagage, l'ajout machin, etc. Et en fait, les clients, ils fonctionnent comme ça sur Mac. Commence à un tarif même bullshit à 350. Et tu leur dis, ouais, non, mais 350, c'est si tu es une asso, si en fait, voilà, et si je travaille le week-end, avec mes conditions, avec machin. Bref. Et je te rends ton travail dans un mois. T'as des clients qui sont pas pressés, qui sont hyper détentes, qui veulent que tu travailles de manière complètement asynchrone, sans rendez-vous, etc. Bon, bah, ok, tu peux faire un tarif raide et pâquerette. Ouais. Et il y en a d'autres pour lesquels tu vas mettre un autre tarif plus élevé. Et donc, du Ouais. coup, ça, c'est un point important. Mais tu as un deuxième point, pour finir, si tu veux, je dirais, le deuxième point qui est fondamental, et celui-là, c'est peut-être le point que les gens ne savent pas, c'est qu'au-delà du fait que c'est un tarif indicatif, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme, elle a 10 ans. Et tu as des clients qui ont déjà payé pour le pas cher. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, ce qui est en train de se passer, mais ça, c'est lié au freelancing, c'est-à-dire que tu le vois dans ton activité aujourd'hui de manager, de freelance, etc. C'est que les mecs, ils ont déjà payé pour les agences médiocres. Ils ont déjà payé pour du freelance bullshit. Donc, quand tu as annoncé, si tu veux, ils ont déjà payé 500 balles, 600 balles pour de la merde. Aujourd'hui, ils sont prêts à payer, tu vois, pour vendre du billet 600, en fait, c'est pas cher, Bilker, à 600. Parce que 600, faut comprendre qu'une agence moyenne, elle aura mis, ils t'ont mis enfin, juste, mets-toi à la place du client. Le client, il a déjà payé pour un alternant, 600 balles jour homme, alors que c'était le salaire du mois du gars. Et donc le mec il a déjà payé ça. Donc quand maintenant Bilker il vient il dit mais moi tu sais si tu bosses avec moi c'est 2000 balles et voilà c'est un équivalent, ça va être une dizaine d'heures. Les mecs ils bronchent pas parce qu'ils sont déjà fait démonter par du pas cher. Donc maintenant sur Malte c'est en train d'arriver et moi je le vois de plus en plus, c'est que tu as beaucoup de clients qui arrivent et qui n'ont pas peur du prix. Et c'est là où en fait on commence à rentrer dans la deuxième, si tu veux, une deuxième phase. C'est la phase des bons clients, des mecs tu les vois d'ailleurs parce qu'ils sont notés les clients. Le mec il a déjà fait 34 missions, il a déjà acheté. Il voit, donc il va chercher du client qualitatif, cher. Il n'a pas peur à payer cher. Mais c'est vrai que des gens comme toi ou moi, tu vois, il y a Elliot Bobet qui m'en a parlé aussi. Il pense ouais. Elliot, dédicace. Elliot, c'est un copain. Tu peux pas aller sur Malte et tout. Parce que Elliot, il a connu le monde de codeurs, le monde des autres plateformes où en fait, c'est vrai que c'était tout le monde tiré vers le bas. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ils veulent, t'as des gars, ils disent, moi j'en ai de plus en plus, ils disent, moi je veux bosser avec un gars qui a une grosse expérience et tout. Mais après, s'ils veulent et en fait, ça fait la différence entre un freelance junior et un freelance senior, parce que c'est une plateforme qui est devenue mature. Et donc, du coup, tu as les deux. Et en fait, tu peux te positionner, même en étant freelance senior, avec du tarif cher. Alors, c'est quoi cher? Ça veut dire soit tu mets un tarif qui est à partir de relativement pas trop cher, tu as 450 par exemple, pour montrer que, ok, tu descendras pas en dessous. Mais après, quand tu as le client, et tu lui expliques que par rapport à ce qu'il a besoin, on est plus proche de 650, 800, si ça se justifie, il va te suivre. Personne n'est choqué là-dessus. Donc du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, Malte, ça fonctionne encore, le marché est mature. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se sont fait défoncer derrière, comme tu dis, par reprendre tes mots, qui sont là. Et en fait, pour bien se positionner, il faut mettre le prix. En fait, ouais, si je comprends bien, c'est qu'il faut mettre ton prix plancher en prix d'appel. Puis après, en fonction de l'échange avec le client, en fonction de ce qu'il veut, bah là, tu peux augmenter petit à petit ton TJM. C'est ce que fait Guillaume Guersan, tu vois, sur Commop. Okay. Guillaume Guersan, il te dit pas un audit SEO, c'est 3000 balles. Mais un audit SEO, ça dépend ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de netlinking? Le mec, il aura zéro budget netlinking, il en fera jamais. Son sujet, il est hyper niché, il n'y a aucune prescription, c'est du B2B hyper spécifique. Pourquoi tu vas lui faire un audit netlinking alors qu'il n'y en a pas besoin? Il le fera même. Et en fait, quand tu commences à réfléchir client, tu peux parfois vendre des trucs à 500 balles, à 1500 ou à 3000, et parfois même à 4005. Et on va partir du principe que tu as des clients quand même intelligents. Et moi, je fais le pari qu'il y en a de plus en plus. Et en fait, tu as des entreprises matures qui ont l'habitude de bosser aujourd'hui avec des freelances. C'est pas toutes les entreprises, évidemment, mais c'est beaucoup plus. C'est-à-dire moi qui suis sur Malte depuis plus de 10 ans, enfin maintenant à peu près 10 ans. Bien sûr, à l'époque, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, oui. T'as des boîtes super matures. Même pire, ils ont des équipes SEO en interne et tout, ils veulent chercher l'expertise. Donc non,
non, aujourd'hui, les plateformes, ça veut pas dire cheap. C'était vrai il y a 7-8 ans, c'est de moins en moins vrai. Et aujourd'hui, tu vas avoir comme de partout, ça veut dire tu auras, sur Booking, tu as du 5 étoiles et tu as du 2 étoiles et 3 étoiles, tu auras les deux. Ça dépend ce que tu veux. Mic drop. Franchement, je pense que là, on peut s'arrêter là. Mot de la fin. Voilà. Bah, merci à toi, Milker. Les plateformes, c'est pas cheap. Voilà, tu vois, regarde, là, je le note là. Et je pense que ça va même être le titre de notre podcast. Les plateformes, c'est pas cheap. Voilà. Waouh, franchement, Emmanuel, merci beaucoup parce que là, tu as apporté énormément de valeur en si peu de temps. Tu vois, c'était un peu notre challenge, toi et moi, parce que toi, comme moi, on aime bien beaucoup parler. Tu vois, on aime bien se parler dans tous les sens. Tu vois, quand on a fait notre call avant qu'on fasse cet épisode, on s'est dit bon, Emmanuel, va falloir qu'on se cadre parce que sinon ça va pas du tout. Non, c'est vraiment cool. Et surtout, tu vois, moi, ce que je retiens en fait le plus dans notre échange, c'est que le scaling, ça veut pas dire agence, parce que tu as d'autres grosses problématiques. 2, si tu veux scaler en mode agence, reviens sur toi et vois ce qui est important pour toi. Et là, pour le coup, je pense que c'est la grosse pépite, parce que là, pour le coup, il y a 20 ans d'expérience qui parlent entre toi et moi. Et 3, et les plateformes, c'est pas, il faut y aller, c'est pas cheap, tu vois. Mais en fait, il y a des stratégies, et pour reprendre un peu les stratégies que tu as dites, commencer par ton prix plancher. C'est ça. Les gens qui viennent dessus, les clients qui viennent dessus, ils savent maintenant que le marché est mature. Après, tu peux monter petit à petit si le tout ça se justifie au niveau de ton expérience, au niveau de ce que tu proposes et au niveau de ce que tu peux apporter. Et bien entendu, en début de podcast, tu avais donné toutes les petites utilisations Malte avec la petite Véronique qu'on resalue. Merci d'avoir été la cobaye. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Emmanuel? La santé. Ouais. Je tousse là, j'ai pris un peu chaud. Dans la santé. Après, j'aimerais bien réussir en tant que solopreneur. En fait, j'aimerais parce que je pense qu'on a besoin de, tu sais, en fait, on a besoin alors, les gens ils ne comprennent pas vraiment forcément ça, mais c'est vrai qu'on a besoin d'infini dans nos vies, tu vois. C'est difficile de se caper et tout. Donc on a besoin de challenge. Donc c'est pas forcément le moteur, c'est pas forcément l'argent, mais le moteur c'est de dire ok, on casse des barrières, on avance, tu vois, et on progresse. Et tu vois, ce que je te souhaite aussi, je me dis demain, tu vois, ton podcast c'est de plus en plus de followers. Ça veut pas dire de devenir un mais en vrai, tu vois, c'est super gratifiant de savoir que tu as aidé des gens. Et en fait, ça pour moi c'est hyper important. Ça veut dire si en plus on gagne mieux notre vie, encore mieux. Mais c'est vrai qu'on est aussi drivé par le fait d'aider d'autres personnes, quoi. Et c'est important. Et tu vois, je perdais ce goût-là honnêtement en agence parce que c'était plus l'argent rentable parce que c'était super. Et là, quand on fait, tu vois, ce que je fais avec toi aujourd'hui, je me dis, il y a des personnes qui vont me découvrir. C'est peut-être je vais donner des conseils à 2-3 personnes. Et en fait, ça c'est important. Donc en fait, j'ai envie de dire si on peut aider un maximum de personnes autour de nous, et ça va nous aider aussi nous-mêmes. Donc c'est très bien. Et let's go. Écoute, moi je suis en mission. Moi ma mission elle est claire comme pas possible. Tu vois. C'est en fait voilà, tout à l'heure je t'avais dit je suis revenu sur moi, j'ai vu ce qui était important pour moi. Il m'a fallu 2 ans pour comprendre. 2 ans d'introspection. Tu vois. Maintenant c'est archi clair. Tu vois. Et donc du coup le fait que tu nous souhaites ça, pour moi c'est une grande valeur. C'est ce que je fais. Merci à toi en tout cas. Merci Emmanuel, prends soin de toi et je te dis à bientôt. À bientôt Mika. Allez, salut Emmanuel, ciao.